Peut-on demander à un salarié de rembourser 4,9 milliards d'euros? Juridiquement, la réponse est oui. Et cet homme s'appelle Jérôme Kerviel. Jérôme Kerviel. Jérôme Kerviel. Jérôme Kerviel. Jérôme Kerviel. Jérôme Kerviel, 31 ans, soupçonné d'avoir généré 5 milliards d'euros de pertes pour la Société Générale. On présente souvent l'affaire Kerviel comme la plus grande fraude bancaire française. En tant qu'avocat en droit du travail, je vais vous la raconter autrement. Comme l'histoire d'un salarié, d'un licenciement pour faute et d'un contrat de travail qui a déclenché 10 ans de guerre judiciaire. Posons-nous les questions suivantes. Comment la Société Générale a-t-elle pu être jugée responsable de ses propres pertes tout en réussissant à faire valider le licenciement pour faute grave de son trader? Comment un salarié peut-il être à la fois condamné pénalement, redevable d'1 million d'euros et pourtant indemnisé, puis non indemnisé par les prud'hommes? Et surtout, qu'est-ce que cette affaire nous dit, à nous, sur la responsabilité réelle d'un employeur face aux dérives qu'il laisse s'installer? La présidente lui demande alors mais que vous disiez-on quand vous dépassiez ses limites? Rien du tout, répond Jérôme Kerviel, tout le monde s'en fichait. Rappel des faits, 24 janvier 2008, la Société Générale annonce 4,9 milliards d'euros de pertes attribuées à un seul trader, Jérôme Kerviel. Nous avons découvert l'existence d'une position dissimulée, extérieure à nos livres, à nous. Selon la Société Générale, c'est l'œuvre d'un seul homme, Jérôme Kerviel. Le courtier était payé pour acheter et vendre des produits financiers avec toujours le risque de perdre de l'argent. S'ensuit un licenciement pour faute lourde, une plainte, une enquête pénale, une condamnation à 5 ans de prison, dont 3 fermes, et une obligation de rembourser les milliards de pertes. Mais quelques années plus tard, retournement de situation. La dette est ramenée à 1 million d'euros, et plus surprenant, en parallèle se livre une autre bataille judiciaire, le droit du travail. En effet, les prud'hommes condamnent d'abord la Société Générale à lui verser 455 000 euros, avant de juger définitivement son licenciement pour faute grave parfaitement valable. Dans cette vidéo, on va donc remettre de l'ordre. On va laisser de côté le mythe du trader fou pour revenir à quelque chose de beaucoup plus concret. Quand un salarié dépasse les limites, jusqu'où l'employeur est-il responsable du système qu'il a lui-même créé? On va donc parler de faute grave, de faute lourde, de prescription, de responsabilité partagée, mais sans jargon, avec des exemples et en gardant une idée simple. Derrière les milliards, c'est une histoire de travail, de contrat et de pouvoir disciplinaire. Au départ, tout aurait dû être simple. Un salarié, un employeur, un licenciement. Et pourtant, quand on pense à l'affaire Kerviel, on pense à tout sauf à un banal conflit de travail. On imagine le procès pénal, la brigade financière, la garde à vue, les juges d'instruction, une affaire d'État. Pas l'histoire d'un salarié en CDI que la Société Générale licencie pour faute. Une faute inhabituelle, certes, même extraordinaire, mais une faute au travail. Comment cette affaire, qui donc aurait dû relever d'abord du droit du travail, a-t-elle basculé dans le champ pénal avec toute la puissance de l'appareil judiciaire français? Pour rappel, janvier 2008, la banque découvre l'ampleur des positions dissimulées, 50 milliards. Face à des montants gigantesques et à des manipulations apparentes, la Société Générale ne se contente pas d'une procédure interne. Elle dépose plainte et déclenche ainsi les démarches qui mèneront au pénal. Je ne suis pas enquêteur, c'est à la justice d'enquêter. Oui, mais ce n'est pas à moi d'enquêter. Leur choix de déposer plainte n'est pas anodin. Au-delà de la gravité des faits, la Société Générale cherche à résoudre 3 difficultés majeures que le droit du travail, lui, ne lui aurait jamais permis de surmonter. 4,9 milliards d'euros. 4,9 milliards d'euros. L'équivalent de 370 000 ans de SMIC. Donc, la banque a perdu 4,9 milliards d'euros. C'est une somme vertigineuse. Mais en droit du travail, un principe domine le reste. Le salarié n'a pas à rembourser les pertes de l'entreprise. Jamais. C'est ce qu'on appelle le risque d'entreprise. Vous cassez une machine, vous perdez un client, vous faites une erreur technique, l'entreprise assume. Elle peut sanctionner disciplinairement, mais elle ne peut pas vous faire payer. Et cela vaut pour une perte de 10 euros comme pour une perte de 5 milliards. La règle est identique. La seule exception possible, c'est la faute lourde, celle où le salarié agit avec l'intention de nuire à l'employeur. On va en reparler plus tard dans la vidéo. Mais ce qu'il faut retenir à ce stade, c'est que c'est extrêmement rare. Les juges exigent une intention de nuire, claire, directe, démontrée. La Société Générale a licencié Jérôme Kerviel pour faute lourde. Mais soyons honnêtes, elle savait probablement que cette qualification ne tiendrait pas devant un tribunal. Parce que rien, absolument rien, ne permettait de prouver que Jérôme Kerviel s'était levé le matin avec la volonté de détruire la banque. C'est d'ailleurs ce qu'il s'est passé. Il voulait gagner trop et trop vite, mais il voulait gagner avec sa banque, pas contre elle. Il ne souhaitait pas, dit-il, spolier sa banque, mais faire ses preuves et s'imposer comme un trader d'exception.
J'avais du plaisir à faire le métier que j'exerçais tout simplement. Assez rapidement, les magistrats se sont rendus compte qu'il n'y avait pas d'enrichissement personnel. Effectivement, les personnes qui étaient indexées sur ce que je pouvais faire gagner à la banque, c'était mes supérieurs, c'était pas moi. Conclusion logique, au prud'homme, la banque ne pouvait lui réclamer aucun remboursement. Le droit du travail ne pouvait pas lui rendre les 4,9 milliards perdus. Pour obtenir réparation, la Société Générale devait emprunter une autre voie, celle du droit pénal où elle pouvait se constituer partie civile en tant que victime et demander réparation, non plus aux salariés, mais au citoyen Jérôme Kerviel. Aussi, la banque se heurte à une deuxième limite. Une entreprise ne peut pas enquêter comme la police. Pas de perquisition, pas de saisie d'ordinateur personnel, pas d'écoute téléphonique, pas de garde à vue. Des éléments rendus nécessaires à la caractérisation d'une fraude d'une telle ampleur. C'est un point essentiel du dossier. L'employeur doit prouver les faits fautifs. Avec le droit du travail, la banque pouvait difficilement faire plus que regarder ses mails professionnels et interroger ses équipes. C'est insuffisant face à une mécanique aussi sophistiquée. En déposant plainte pour faux et abus de confiance, la Société Générale déclenche l'enquête pénale. Et en quelques jours, tout bascule. La brigade financière perquisitionne, récupère les données, interroge, recoupe, met en garde à vue. Sans le pénal, la banque restait aveugle. Avec le pénal, elle obtient la seule chose qu'elle ne pouvait pas construire seule, la preuve. L'affaire de la Société Générale est à la une du monde entier. Comment un jeune trader a-t-il pu déjouer tous les contrôles durant des mois? Comment un homme, seul, a-t-il pu berner pendant au moins 2 ans l'un des systèmes financiers réputés les plus performants et les plus sécurisés au monde? Après l'argent et les preuves, c'est l'image de l'entreprise qui est en jeu. Quand l'affaire éclate en 2008, le plus grand danger pour la Société Générale n'est pas seulement financier, c'est sa crédibilité. Car si tout reste dans le cadre du droit du travail, le récit est terrible. Une banque incapable de contrôler un salarié qui prend 50 milliards de positions. Et pour une institution financière, perdre la confiance du public et des investisseurs, c'est pire que de perdre de l'argent. C'est risquer de disparaître. C'est pour cette raison que déposer plainte n'est pas seulement un acte judiciaire, c'est un acte narratif. Au prud'homme, la banque doit expliquer son organisation, ses contrôles, ses alertes manquées. Le risque est clair, apparaître comme co-responsable. Au pénal, tout change. En portant plainte, la Société Générale devient la victime. Kerviel devient l'auteur des faits. Le récit n'est plus « comment avez-vous contrôlé votre salarié ?», mais « comment votre salarié a-t-il réussi à vous tromper ?» C'est toute la différence entre un management défaillant et un salarié présenté comme un fraudeur hors norme. Et en trouvant l'intelligence, parce qu'il faut le dire, de réussir à échapper à toutes les couches de contrôle que nous avons. Dans les médias, sur les marchés et dans l'opinion, cette bascule d'image peut tout changer. Alors certes, au pénal, la Société Générale a obtenu ce qu'elle voulait, la vérité judiciaire, l'enquête et la condamnation de Jérôme Kerviel. Mais une question essentielle demeure. Même si Kerviel a été jugé coupable, est-ce que la banque peut vraiment s'exonérer de toute responsabilité? Clairement non, c'est pour ça que la dette de Kerviel a été réduite à 1 million d'euros, la justice ayant estimé que la Société Générale avait une part non négligeable de responsabilité. La décision qui avait retenu qu'il n'y avait pas de faute de la Société Générale est remise en cause. C'est la toute première fois qu'une juridiction française admet que Société Générale avait connaissance des positions prises par Jérôme Kerviel. Mais il existe aussi un autre terrain, plus concret, plus proche de la réalité du travail, celui du contrat entre un employeur et son salarié. Et sur ce terrain-là, l'histoire est beaucoup moins confortable pour la Société Générale. Le Conseil des prud'hommes a condamné la Société Générale à lui verser 455 000 € pour un licenciement en 2008 sans cause réelle et sérieuse et dans des conditions vexatoires. En 2016, l'affaire Kerviel arrive dans une salle moins médiatisée et pourtant si importante. Le Conseil de prud'hommes de Paris. Ici, on ne juge pas un trader malveillant, on juge un salarié et qui conteste son licenciement. Le décor change complètement. On quitte le pénal, on entre dans le droit du travail, un droit concret du quotidien qui s'applique à plus de 20 millions de personnes. Le jugement prud'homal ne cherche pas à savoir si Jérôme Kerviel est coupable d'une fraude pénale. Ce n'est pas son rôle. Le droit du travail pose 3 questions beaucoup plus simples. La faute reprochée existe-t-elle? L'employeur l'a-t-il découverte dans les délais? La faute est-elle assez grave pour justifier un licenciement sans indemnité? Les prud'hommes n'ont pas à condamner, à punir, à indemniser des milliards. Ils doivent dire une seule chose. Le licenciement est-il légal ou non? Dans le droit du travail, il existe une échelle des fautes. Elle détermine tout, avec une gradation très simple. Faute légère,
celle qui ne justifie pas un licenciement. Faute sérieuse peut justifier un licenciement, mais avec un préavis de départ et des indemnités. Faute grave, le salarié doit partir immédiatement, sans préavis ni indemnité. Faute lourde, la plus grave. Elle suppose l'intention de nuire à l'employeur et le salarié engage sa responsabilité civile. Les tribunaux la retiennent très peu. La Société Générale avait licencié Jérôme pour faute lourde. Mais soyons sérieux, rien dans le dossier ne permettait de prouver qu'il avait voulu détruire la banque. Il a certes menti, contourné des contrôles, maquillé des positions. Mais pourquoi ? Pour faire gagner de l'argent. Il n'y a pas d'intention de nuire et les juges le savent. C'est pour ça que la faute lourde tombera. Reste alors une autre question. Jérôme Kerviel a-t-il commis une faute ? Si oui, est-ce une faute grave ? Cette question ne peut se poser que si l'on en a tranché une autre avant. L'employeur pouvait-il encore le sanctionner ? En droit du travail, l'employeur dispose de 2 mois pour sanctionner un fait fautif à compter du jour où il en a connaissance. Ce délai est implacable. 2 mois, pas un jour de plus. Pourquoi ? Parce que le droit du travail est construit autour d'une idée simple. On ne peut pas faire planer éternellement une faute au-dessus de la tête d'un salarié. 2 mois pour agir, au-delà c'est trop tard. Même si le fait est grave, même s'il coûte cher, même s'il choque. Mais alors, quand la banque a-t-elle su, réellement su ? Et que signifie connaître les faits dans une affaire aussi complexe ? Le sujet est là. Le 7 juin 2016, les prud'hommes de Paris vont créer la surprise. Pour eux, les faits reprochés à Jérôme Kerviel sont prescrits. Pourquoi ? Parce qu'ils considèrent que la banque avait déjà des signaux, des alertes, des incohérences internes, bien avant janvier 2008, et qu'elle aurait dû agir. Tout est vu, tout est contrôlé, tout est reporté. Mes chefs ont reçu de nombreux mails les alertant des positions. Il y a des contrôles qui sont tellement importants et tellement bien faits en plus dans les sociétés françaises et que c'est improbable qu'une seule personne puisse être à ce point responsable d'un engagement aussi important. Pour les prud'hommes, connaître les faits, ce n'est pas attendre d'avoir un dossier complet. C'est réagir dès qu'un supérieur hiérarchique dispose d'éléments suffisamment sérieux pour comprendre qu'un salarié franchit les lignes. Le supérieur hiérarchique est le représentant de l'employeur aux yeux du salarié. Le pénal adoptera plus tard une vision exactement inverse. La connaissance n'existe que lorsque l'employeur a une image précise, certaine et reconstituée de la fraude. 2 visions légitimes, mais difficiles à concilier. Conclusion, licenciement sans cause réelle ni sérieuse. Il n'est même pas nécessaire de savoir si Jérôme Kerviel a ou non commis une faute. Il est trop tard. Ce point élimine tous les autres et la banque est condamnée à verser 455 000 € aux salariés. C'est un séisme judiciaire. Dans un dossier où tout le monde pensait que la faute serait reconnue sans débat, les prud'hommes renversent la table en appliquant strictement la règle de prescription des 2 mois. 5 ans de prison, dont 3 fermes et 4,9 milliards d'euros à rembourser. L'arrêt de la Cour d'appel confirme en tout point le jugement rendu en première instance par le tribunal. Ces décisions concluent très clairement à la culpabilité pleine et entière de M. Jérôme Kerviel sur l'ensemble des infractions qui étaient poursuivies, à savoir l'abus de confiance, le faux et usage de faux, et l'introduction de données frauduleuses dans un système informatique. La Société Générale fait appel et le 19 décembre 2018, la Cour d'appel de Paris renverse absolument tout. Plus de prescription, faute grave, licenciement totalement justifié, aucune circonstance vexatoire, aucune indemnité. C'est le miroir inversé du jugement prud'homal. Que s'est-il passé ? En droit français, lorsqu'une décision pénale est devenue définitive, elle s'impose aux autres juges sur les faits qu'elle a tranchés. On dit que le pénal tient le civil. Le juge prud'homal ne peut plus raconter une autre histoire que celle qui a été juridiquement retenue au pénal. Or, au pénal, il a été jugé que la banque n'avait pas connaissance de l'ampleur réelle des positions avant janvier 2008. Et plus précisément, que la bascule s'était produite entre le 18 et le 20 janvier. Quand la banque a remonté l'historique des positions gigantesques du trader, Kerviel avait mis en œuvre des procédés frauduleux, répétés et dissimulés. Les alertes internes n'avaient pas permis d'identifier la fraude. Ces 3 jours de janvier deviennent ainsi la date officielle de découverte des faits, celle qui fait tomber toute la logique des prud'hommes. Les prud'hommes pouvaient avoir un autre ressenti sur la chronologie, mais après les décisions pénales définitives, leurs mains étaient liées sur ce point. Ils ne pouvaient plus fixer une autre date de découverte des faits que celle admise par le juge pénal.
voit que les organes de contrôle ont failli pour permettre à une personne d'arriver à engloutir 5 milliards d'euros. Presque rien contre la Société Générale, c'est tout juste si les juges ont parlé de carence dans le système de surveillance de la banque. Ça n'est pas parce que vous êtes laxiste que les voleurs sont autorisés à vous voler, que les fraudeurs sont autorisés à vous frauder. Une fois la prescription écartée, reste une question décisive. Quel niveau de faute a réellement commis Jérôme Kerviel ? Faute simple, faute grave, faute lourde, ou même pas de faute du tout si l'organisation de la banque a contribué à la situation. En droit du travail, cette qualification n'est pas mathématique, c'est une appréciation souveraine des juges du fond. Et dans l'affaire Kerviel, les juges d'appel ont été très clairs. La banque était défaillante, mais la faute du salarié restait, elle, gravissime. Les juges reconnaissent que la Société Générale avait des failles importantes, des contrôles insuffisants, des signaux ignorés, une organisation permissive, une culture de la performance délétère, la liste est longue. Autrement dit, le système n'a pas détecté la fraude, mais il l'a rendue possible. Les juges se demandent, ces carences effacent-elles la faute du salarié ? Et leur réponse est non. Pourquoi ? Parce que Jérôme Kerviel a construit un véritable système de dissimulation active. Fausse opération, faux mail, masquage volontaire du risque. Un salarié peut travailler dans un environnement défaillant, mais organiser une fraude, c'est autre chose. La faute grave, en droit du travail, c'est celle qui rend impossible la continuité du contrat. Et pour les juges, c'est exactement ce que Kerviel avait fait. Il avait rompu la confiance nécessaire à tout contrat de travail. Jérôme Kerviel a vu sa condamnation à 5 ans de prison, dont 3 fermes confirmées par la plus haute instance judiciaire. Sur le plan pénal, il n'a plus de recours possible et est définitivement reconnu coupable de 3 délits par la justice. La Cour de cassation confirme entièrement le raisonnement de la Cour d'appel. D'abord, elle valide l'application du principe selon lequel le pénal tient le civil. La chronologie retenue par le juge pénal s'impose donc au juge du travail. Ensuite, elle approuve l'analyse suivante. Les carences graves du système de contrôle interne de la banque, qui avait rendu possible la fraude et ses conséquences financières, ne faisaient pas perdre à la faute du salarié son degré de gravité. Autrement dit, pas de prescription, faute grave, licenciement valable. Un salarié peut évoluer dans un système bancal, mais rester personnellement responsable de ses actes. C'est l'enseignement central de l'arrêt. D'ailleurs, cette responsabilité, Jérôme Kerviel la reconnaît dans ses interviews récentes. J'allais dire ces failles et ces us et coutumes de la salle des marchés, je les ai pas inventées, mais je les ai poussées à leur maximum. Ouais, ça je le reconnais volontiers. Ce qui est passionnant, c'est que cette affaire aurait pu basculer autrement, car la qualification de la faute, simple, grave, lourde ou pas de faute du tout, relève de l'appréciation des juges du fond. Une autre formation prud'homale, une autre cour d'appel, d'autres magistrats plus sensibles encore à la culture d'entreprise, aux objectifs, aux pressions internes, auraient pu conclure différemment. Ils auraient pu dire « oui, les actes sont graves », mais le système mis en place par l'employeur a créé les conditions de la dérive et décidé que la faute restait sérieuse, mais n'emportait pas la privation des indemnités, voire ne justifiait pas un licenciement disciplinaire dans un environnement aussi défaillant. La vérité, c'est que l'affaire Kerviel n'avait pas qu'une seule issue possible. L'arrêt n'est pas un arrêt de principe. La Cour de cassation n'a rien créé, rien inventé. Elle a simplement validé l'appréciation des juges du fond. Ce qui rend cette affaire exceptionnelle, ce n'est pas la règle de droit, c'est la manière dont on l'a appliquée à un salarié devenu malgré lui le symbole d'un système qui avait laissé faire. Et j'espère arriver à une indemnisation qui arrive à 0 à la fin, car je estime encore ne devoir rien à la Société Générale. Parce qu'au-delà de la peine de prison qui est prononcée, il y a surtout les dommages et intérêts qui sont prononcés, qui sont de 5 milliards d'euros. Et là, je me dis, ma vie est finie, quoi. 4,9 milliards d'euros, un montant si énorme qu'il en devient abstrait. Et pourtant, ce chiffre figurait noir sur blanc dans la condamnation de Jérôme Kerviel. Rembourser 4,9 milliards à la Société Générale. Mais avant de parler d'argent, rappelons une distinction essentielle. Dans le procès pénal, la peine, c'est la prison pour Jérôme Kerviel. L'argent, en l'occurrence, c'est la réparation due à la victime, à la Société Générale. Dans l'affaire Kerviel, il faut bien séparer deux choses. Premièrement, la peine, 5 ans de prison, dont 3 fermes, il en purge 5 mois, c'est la sanction de la société au sens large. Deuxièmement, la réparation civile, indemniser la Société Générale pour le préjudice causé. Et cela, même quand c'est décidé par un juge pénal, reste une dette civile, une créance que la victime peut exécuter. La première décision condamne Jérôme Kerviel à 4,9 milliards. Plus tard, la justice ramène cette somme à 1 million en raison de la responsabilité de la banque. Après avoir discuté avec un ami et collègue pénaliste, une dette d'indemnisation issue d'un procès pénal ne peut pas être effacée par une procédure de surendettement. Aucune commission, aucun plan, aucune mesure ne peut la faire disparaître. C'est une dette qui accompagne la personne tant qu'elle vit et que la victime, ici la Société Générale,
peut poursuivre. Pour poursuivre, il lui suffit d'accomplir les actes nécessaires dans les bons délais pour que la dette ne soit jamais prescrite. Une dette civile peut parfois être effacée dans certains cas. Une dette issue d'un jugement pénal, jamais. Juridiquement, les 4,9 milliards étaient une dette réelle. La banque disposait d'un titre exécutoire pour la recouvrer. Mais économiquement, c'était impossible pour Jérôme Kerviel de penser pouvoir rembourser l'intégralité de cette dette. Aucune saisie n'aurait changé quoi que ce soit. Dans certains entretiens, Kerviel a dit qu'il aurait presque préféré rester condamné à 4,9 milliards plutôt qu'à 1 million. Paradoxe de l'histoire, finalement, c'était plus confortable pour moi d'être condamné à 4,9 qu'à 1 million, parce que 4,9 c'est irréel. 1 million, c'est quelque chose qui est concret. Parce qu'une dette impossible devient une dette immobile. 4,9 milliards, c'est un Everest. 1 million, en revanche, ce n'est plus une montagne, c'est une colline. Et donc, une dette que l'on peut poursuivre. La réduction ne vient pas d'une indulgence, elle vient d'un principe simple. La responsabilité civile se partage. Kerviel a fraudé, la banque a laissé prospérer une organisation qui rendait cette fraude possible. Résultat, la banque assume la quasi-totalité de la perte. Kerviel assume la part que les juges lui imputent. Mais avec 1 million, on passe d'une dette théorique à une dette réelle, recouvrable, poursuivable dans le temps. Saisie sur salaire, saisie bancaire, saisie immobilière, royalties, droits d'auteur, revenus futurs, la dette peut être poursuivie pendant des décennies. Dire « je préfère devoir 4,9 milliards que 1 million » fait une bonne punchline. Mais juridiquement, c'est faux. Sauf à ne jamais avoir un centime à saisir. Parce qu'aucune de ces dettes ne peut être effacée. Simplement 1 million, on viendra vous le demander et vous pourrez peut-être le rembourser intégralement. Le passage à 1 million raconte exactement la vérité du dossier Kerviel. Une faute personnelle grave, incontestable, mais une organisation défaillante qui a contribué à la catastrophe. Le million est la ligne de partage entre ces deux responsabilités. La justice, il y a l'emballement médiatique. Ouais. Et à ce moment-là, tout le monde, la télé, les journaux, veut une photo de l'ennemi public numéro 1, Jérôme Kerviel. L'affaire Kerviel n'a jamais été seulement une affaire judiciaire. Elle est devenue un récit national, amplifié, rejoué, simplifié, au point qu'une question s'impose naturellement. Les médias ont-ils influencé la manière dont cette affaire a été perçue et jugée, non pas en dictant une décision, mais en construisant le décor dans lequel elle s'est jouée. Très tôt, deux récits puissants s'opposent. Le récit employeur, la grande banque trahie, victime d'un salarié surdoué qui aurait déjoué tous les contrôles, un récit institutionnel, carré, stratégique. Le récit salarié, un employé sacrifié par un système obsédé par la performance, un homme devenu bouc émissaire pour protéger l'image d'une institution. Les deux camps comprendront l'importance du récit. La Société Générale pour affirmer son statut de victime, Kerviel et ses soutiens pour incarner une figure de résistance face au système. Bref, les médias n'ont pas choisi un camp, ils ont amplifié les deux, chacun alimentant l'autre. Et dans une affaire où la qualification juridique pouvait basculer dans deux directions cohérentes, contrôler la narration revenait à influencer la manière dont chacun abordait le dossier. D'ailleurs, comment ne pas évoquer la temporalité politique ? Nous sommes en 2012 et François Hollande lance son célèbre « Mon véritable adversaire, c'est le monde de la finance ». Cette phrase résonne dans le dossier 4 ans plus tard. Alors, est-ce que les médias ont influencé l'affaire ? Oui, mais indirectement. Ils ont influencé le climat, l'imaginaire collectif, les attentes. Ils ont modelé les perceptions dans un dossier où plusieurs lectures juridiques étaient possibles. Ils n'ont pas décidé à la place des juges, mais ils ont contribué à rendre certains raisonnements plus naturels pour certains juges que pour d'autres. En vrai, une affaire ne se juge jamais dans un vide social. Entre les prud'hommes, sensibles au terrain, à la relation de travail et les juridictions professionnelles attachées à la construction juridique stricte, l'affaire Kerviel montre comment un même dossier peut prendre deux trajectoires parfaitement cohérentes, mais radicalement opposées. Et c'est ce qui en fait un cas d'école, pas parce qu'il est exceptionnel, mais parce qu'il révèle comment un litige du travail peut devenir le miroir des tensions d'une époque. Dans l'affaire Kerviel, les juges ont dû articuler 3 niveaux. La fraude pénale, le préjudice civil et la faute disciplinaire. Il conclut faute grave, pas de faute lourde et responsabilité financière massive pour la banque. La complexité du dossier n'était pas dans les milliards, elle était dans la relation professionnelle entre deux parties qui avaient chacune failli, mais pas de la même manière. Rappelez-vous, la faute d'un salarié n'efface jamais automatiquement les manquements de l'employeur. Et les manquements de l'employeur n'effacent jamais automatiquement la faute du salarié. Le droit du travail, ce n'est pas un droit de crise, c'est un droit du quotidien. Il s'impose à tous, du salarié le plus modeste au trader qui manipule des milliards. Et il nous rappelle une chose essentielle, l'entreprise est un lieu de responsabilité partagée. Quand elle encadre mal, elle fragilise tous ses salariés. Quand un salarié franchit les limites,
il fragilise toute l'organisation. L'affaire Kerviel l'a révélé de manière éclatante. Un dossier peut devenir immense non par sa technicité, mais parce qu'il révèle les failles d'un système, la performance à tout prix, les contrôles qui se relâchent, le silence qui s'installe, les responsabilités qui s'entremêlent. Au fond, l'affaire Kerviel restera comme un miroir. Le miroir d'une époque où la finance a vacillé, où les citoyens ont cherché des responsables, où les institutions ont dû rendre des comptes, et où un salarié est devenu, malgré lui, un symbole. Mais derrière le symbole, il reste une question simple et humaine. Comment fait-on pour travailler dans un système qui peut encourager la réussite, mais aussi laisser dériver ceux qu'il ne contrôle plus ?